Bienvenue à ce live. En attendant que tout le monde arrive, je vais en profiter pour me présenter. Je suis Eva Kamer, thérapeute holistique spécialisée dans la guérison des blessures émotionnelles. Bienvenue aux nouveaux membres dans le groupe Rupture amoureuse. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois sur YouTube, je vous invite à vous inscrire à mon groupe privé. Le lien, il est juste en dessous, hein. C'est un groupe pour les gens qui sont séparés ou qui cherchent à comprendre et à guérir leurs blessures émotionnelles. Je propose des outils, des connaissances pour vous aider, hein, dans ce groupe privé, pour vous aider à traverser ce moment difficile qu'est une séparation ou encore tout simplement une crise dans sa vie où on a besoin d'accompagnement et de soutien. J'avais envie de parler de l'ego aujourd'hui parce que c'est vraiment une des sources de notre souffrance qui est souvent insoupçonnée lorsqu'on vit des périodes difficiles de notre vie. Donc, je suis pas en train de dire que sans votre ego, vous ne souffririez pas, pardon, de votre rupture. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la rupture amoureuse, c'est un deuil à vivre. Ce sont des émotions à traverser, de tristesse, de colère, de chagrin, de peur aussi. On se pose des questions, est-ce que je vais jamais retrouver l'amour? On a peur de se retrouver encore trahi, on a peur de s'investir, on a peur de faire confiance, on se demande aussi est-ce que je vais y arriver financièrement? Donc, peu importe, les peurs, elles sont présentes. Donc, une séparation ou une crise existentielle, ça comporte son lot d'émotions, de chagrin à vivre. Là où les choses se compliquent, c'est avec l'ego. Alors, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Dites-vous que si vous n'arrivez pas à traverser le chemin, les étapes de la séparation, que vous butez sur des regrets, des ruminations, des colères incontrôlables, de l'anxiété permanente, hein, c'est certainement que votre ego, il limite du sien. Il nourrit quelque chose en vous de douloureux qui est déjà douloureux. C'est comme s'il venait mettre de l'huile sur le feu, hein, si vous voulez. Alors, avant d'aller plus loin, on va mettre les choses au clair, hein. Quand on se sépare, on n'a pas du tout envie de se faire dire que si on souffre tant, c'est à cause de notre ego, hein. Bref, que c'est à cause de nous, en quelque sorte, qu'on a encore fait quelque chose de pas bien. Moi, personnellement, ça m'aurait braqué qu'on me dise ça quand je me suis séparée sur le coup, vous voyez. Mais heureusement pour moi, c'était une période où j'avais lu beaucoup de livres, hein, de Christophe André, de Eckhart Tolle, de John Kabat-Zinn, de Lise Bourbeau, de Scott Peck. Nommez-les, j'étais vraiment une boulimique de lecture, je le suis toujours d'ailleurs. Donc il y avait un point commun chez tous ces auteurs qui revenait tout le temps, c'était la notion d'ego. L'ego est la source de beaucoup de souffrance en nous. Moi, à l'époque, j'avais beau voir que l'ego, c'était le point commun chez tous ces auteurs pour nous aider à comprendre. Moi, à l'époque, j'étais persuadée que j'avais pas d'ego en fait, ou en tout cas que j'avais pas un ego très fort. Et je me souviens, je suivais des ateliers de croissance personnelle, notamment sur l'ego, et je trouvais pas que j'avais un ego. Et c'est sans doute parce que je définissais l'ego comme si c'était, vous voyez, comme une estime de soi, une perception de soi surdimensionnée, survalorisée, comme de l'orgueil, voire même du narcissisme. Alors, avoir un ego, c'était être prétentieux, c'était être suffisant. Et en fait, ce que je réalisais, c'est que je voyais l'ego chez les autres, mais je ne voyais pas le mien. Donc pour moi, avoir un ego, c'était être égocentrique, c'était faire passer ses besoins avant ceux des autres, c'était tout ramener à soi, c'était ne pas faire preuve d'empathie. Et j'avais l'impression au final que j'avais passé ma vie à prioriser les besoins des autres, de mes enfants, de mon conjoint, etc. Parce que penser à moi, c'était faire preuve d'égocentrisme. À la limite, prendre soin de soi et répondre à soi, à ses besoins, vous voyez, c'était égoïste. Mais vous voyez qu'avec une telle opinion sur l'ego, avec une telle croyance, vous comprendrez que ça a été difficile de reconnaître en moi la voix de mon ego, la partie de moi qui est l'ego. Parce que ce qui arrive, c'est que on fusionne, hein, avec son ego. L'ego, il veut surtout pas qu'on le démasque, hein. C'est drôle parce que se faire dire qu'on a un ego, ça peut être très vexant. C'est quelque chose qui est présent dans nos vies, mais qu'on juge sévèrement.
Mais la raison est simple, c'est qu'une personne qui a un gros ego, on en a tous rencontré, bah, c'est une personne qu'on ne trouve pas agréable, hein. On la sent pas connectée aux autres. C'est une personne qu'on trouve très centrée sur sa personne, sur son image, sur ses avoirs, sur son capital symbolique, son capital social, son capital économique. Et on se sent pas très bien en sa présence. Mais on va essayer d'explorer un petit peu plus cette notion d'ego. D'ego, il y a Annabella qui nous dit c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile d'identifier si on a un ego ou pas. Mais je vais vous rassurer tout de suite, nous avons tous un ego, sinon on ne pourrait pas fonctionner. Alors, on va essayer de voir un petit peu, on va aller au-delà des croyances sur l'ego, on va creuser un petit peu cette notion, ça va beaucoup nous aider. Alors, on va parler de cette chose, l'ego, qui s'y présente en nous et qui pourtant ne veut pas être démasqué. Alors, la définition de l'ego, c'est que c'est un concept qui englobe la notion de soi, de l'identité, de la conscience de soi. C'est une construction mentale. Ça provient de notre corps mental qui se forme à partir de nos expériences dès l'enfance, de nos interactions sociales, de nos croyances, de nos perceptions, etc. Alors, l'ego, vous aurez compris qu'il apparaît durant l'enfance et son intention, c'est de nous protéger de situations qui sont trop souffrantes, face auxquelles on n'a pas pu répondre naturellement. Donc, on a manqué peut-être à un moment donné d'accompagnement, de soutien à un âge dans l'enfance où on dépendait de nos parents, de nos éducateurs, et c'est là que l'ego est apparu pour notre bien. Donc, l'ego, faut le voir comme une excroissance de notre mental et sa présence, elle a pris de plus en plus de place dans notre vie. Et beaucoup s'accordent pour dire que plus largement, elle prend aujourd'hui beaucoup de place dans nos sociétés occidentales. On peut dire qu'aujourd'hui, la vie d'un adulte, elle est principalement menée par son ego, hein, c'est-à-dire l'identité qu'il a de lui-même. Il est fusionné avec ça, son métier, son pays, sa religion, toutes ces notions extérieures qui viennent l'identifier, si vous voulez, le différencier des autres. Et sachez une autre chose, c'est que nous fusionnons avec notre ego. On s'identifie complètement aux croyances et aux principes que notre ego nourrit en nous sans savoir, sans pouvoir les remettre en question. Alors, une autre chose aussi au sujet de l'ego, c'est que l'ego, il se maintient en restant et en se basant sur les expériences perçues comme bonnes ou mauvaises du passé. Il se maintient sur les mémoires qu'il a sélectionnées depuis l'enfance et qui étaient chargées émotivement. Vous voyez, il est venu surcoder nos expériences émotionnelles en fonction de ce qu'on a vécu. D'accord? Donc l'ego, il va justifier aussi sa présence en projetant des peurs dans le futur. Je vous le dis dès maintenant, l'ego n'est jamais dans le présent. L'ego n'est jamais dans l'instant présent. Il n'est jamais dans le ici et le maintenant. Alors, on récapitule. L'énergie, mon ego, pardon, c'est une énergie mentale qui est faite de croyances, de jugements euh, sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. L'ego, il compare, il critique, il se rehausse par rapport aux autres, hein, ou il vous rabaisse par rapport aux autres. Quand il réussit mieux que les autres, il est gonflé à bloc, hein. C'est waouh, on se sent bien meilleur que les autres. Mais quand il y a meilleur que lui, ce qui forcément va arriver dans la vie à un moment donné ou à un autre, ça fait partie de la vie, là, il nous fait sombrer dans la douleur. Il se sent menacé. Et les plus grandes peurs et les plus grandes angoisses, elles proviennent de notre ego. Alors, il a été créé dans des moments émotionnellement difficiles durant l'enfance. Vous voyez? Je voudrais Je vois que Maria dit, oui, j'ai un ego, j'ai du mal à tourner la page et ça fait 4 ans de séparation. Donc oui, effectivement, Maria, c'est quelque chose à creuser. Pourquoi c'est si difficile de tourner la page? Je vais vous donner, si ça peut aider Maria, je vais vous donner l'exemple d'une cliente. Alors, c'est une cliente avec qui j'ai travaillé qui avait été élevée par sa mère. Le père était parti quand elle était toute petite, d'accord? Donc, cette mère, à cette cliente, lorsqu'elle était petite, elle se mettait très souvent en colère parce que, au fond, ça la frustrait d'élever sa fille toute seule, d'avoir été quittée par le père. Bon.
Et c'est comme, on dirait que cette mère, elle en voulait la terre entière d'être une maman seule et d'avoir des responsabilités conséquentes. Donc, petite fille, ma cliente, elle a trouvé très lourde et douloureuse les colères de sa mère. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère n'était pas heureuse, vous voyez? Et elle a fini par se persuader que c'était de sa faute si maman était si souvent fâchée ou frustrée, vous voyez? Elle devait pas être assez gentille ou elle devait pas être assez aimable. Alors, petite, cette cliente, elle a fini par décoder avec moi dans les séances qu'elle avait euh, conclu sur sa vie que être une femme seule, une mère monoparentale, c'était à éviter à tout prix. Parce qu'une mère monoparentale, c'est en colère, c'est pas heureux et ça fait souffrir son entourage. Vous voyez, ça c'est la voix de l'ego qui a enregistré cette mémoire. Vous voyez, être monoparentale, c'est vivre dans la colère comme sa mère. Et elle s'était inconsciemment promise quand elle était jeune que elle ne se mettrait pas en colère parce que c'était trop souffrant pour les gens autour. Vous voyez? Donc là, on a une émotion qui est humaine, la colère, et on a une expérience négative. La petite fille a souffert de la colère de sa mère. Donc, son ego, qui n'a pas si vous voulez, une compréhension du cœur de la situation, crée une croyance, fait une équation. Se mettre en colère, c'est mal. Se mettre en colère, ça fait souffrir les autres. Donc, ne te mets pas en colère ou ne te mets pas en contact avec ta colère. Vous voyez? Donc, euh, la vie étant généreuse, cette femme, une fois adulte, elle s'est séparée 2 fois et elle s'est retrouvée 2 fois maman seule avec ses enfants. Et durant mon accompagnement avec elle, on a pu identifier à quel point son ego, il avait vraiment une grande peur, une grande angoisse pour son futur. Elle était persuadée, enfin son ego était persuadé que sa vie était finie, qu'elle ne retrouverait plus jamais l'amour, que ses enfants souffriraient de cette situation, comme elle lorsqu'elle était petite, et que ça la mettrait très en colère. Et lorsque elle se mettait en colère, bah, c'était mal. Alors imaginez le peu d'accueil, de compassion qu'elle avait pour elle-même dans cette situation. Vous voyez? Donc son ego l'a jugée, son ego l'a blâmée pour la situation qu'elle vivait, se projeter dans l'avenir avec angoisse et avec peur. Donc il venait doubler la souffrance de cette femme quand elle exprimait sa colère. Par exemple, quand elle se mettait en colère contre son adolescent, qui était très difficile, qui était problématique, qui venait challenger ses limites. Donc, c'était très difficile pour elle d'exprimer sa colère parce que il y avait un jugement à l'intérieur d'elle-même que c'était mal. Et son ego la jugeait si sévèrement, parce que la croyance était que c'est mal de se mettre en colère et aussi c'est un échec total d'être une mère monoparentale. Monoparentale, en sous-texte, c'est une mère comme la sienne. Donc, vous comprenez que l'ego, il jette de l'huile sur le feu quand on vit une rupture amoureuse. L'ego est nourri de fausses croyances, de peur. Il est dans le jugement de soi, de l'autre. Donc, quand vous avez mal, il vous juge, il vous compare aux autres. Les autres sont nuls, ils se retrouvent pas dans cette situation. Donc, si vous vous retrouvez séparés ou qu'on vous a quitté ou peu importe, c'est que vous avez dû faire quelque chose de mal. Ça, c'est un raisonnement quand vous étiez enfant. Ce n'est pas un raisonnement adulte. Vous voyez, ce n'est pas un raisonnement qui est capable de gérer votre corps émotionnel, vous voyez? Et ça vous fait extrêmement souffrir parce que votre ego, il vous juge quand vous allez pas bien. Quand vous réussissez, il va juger les autres d'être moins bons, d'être moins ceci, moins cela par rapport à vous, vous voyez? Donc, ce que vous devez retenir de ça, c'est que l'ego, il dépend de l'extérieur. Si l'extérieur va bien, vos amis, votre conjoint vous aime, tout va bien, ça glisse en fonction des croyances de votre ego, alors là, il se glorifie. Puis il va tendance à observer bien à l'intérieur de vous, il va avoir tendance à se, se, se mettre supérieur aux autres. Mais si l'extérieur va mal, ben là, il va vous accuser. C'est de votre faute. Vous êtes moins que les autres. Vous voyez? Vous voyez que quand notre ego il prend le dessus, on n'est pas dans l'énergie de son cœur, on n'est pas dans une connexion profonde avec soi-même, avec cette partie de nous qui reconnaît notre potentiel, qui connaît notre capacité, notre résilience. Vous voyez, celle qui sait que j'ai le potentiel et la force de me sortir de ce moment difficile. Vous voyez? C'est cette partie de nous qui est capable d'embrasser les moments difficiles parce que je suis humaine, je suis un être humain. Et être humain, c'est traversé par des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de colère. Vivre des émotions,
C'est tout simplement humain, ça n'est ni mal ni bien. Vous voyez, c'est naturel si vous voulez. Et là, je vous ai donné l'exemple de la colère, mais il y a des gens qui ne se permettent pas d'être dans la tristesse parce qu'ils ont appris, lorsqu'ils étaient jeunes, que être triste, eh bien, ça ennuie les autres, c'est embêtant, c'est dérangeant. Vous voyez, il y a toutes sortes de croyances que l'ego maintient à l'intérieur de nous quand on est traversé par des émotions que lui n'arrive pas à gérer parce qu'il n'est pas capable de gérer votre corps émotionnel. Vous voyez, c'est un mauvais conseiller au niveau de votre corps émotionnel. Donc, pour le dire autrement, euh, l'ego, c'est ce qui me coupe de ma connexion à moi, au monde, hein. C'est ce qui veut maintenir l'illusion de la séparation. C'est cette partie de moi qui travaille très fort à me maintenir dans l'illusion d'une identité unique. Et on fusionne tous avec notre ego. Nous prenons pour vrai, pour acquis, pour une évidence tout ce qui émane de notre ego. C'est vraiment une voix à l'intérieur de nous qui se pose en justicier, en moralisateur, en juge, en expert de tout, hein, il a une opinion sur tout, et s'il n'a pas d'opinion, c'est que vous devez être un peu nul, quoi, vous manquez de connaissances. Vous voyez, c'est incroyable. L'ego, c'est une énergie mentale qui n'a comme pas de fin, hein. C'est vraiment, c'est des ruminations à l'intérieur de nous. Alors, vous avez compris avec ce que je vous ai dit que l'ego, il est toujours dans le passé, parce qu'il a été créé par des mémoires à une époque où on a traversé des expériences souffrantes, il s'est forgé des croyances, hein, et il est aussi toujours donc dans le passé, mais il est aussi toujours dans le futur, parce qu'il a des peurs et des angoisses du passé qu'il projette dans l'inconnu. Le futur, c'est de l'inconnu pour l'ego. Comment est-ce qu'on va gérer cet ego, hein? Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que on peut gérer euh, notre ego? Bien, vous aurez compris que si l'ego il est toujours dans le passé ou qu'il est toujours dans l'avenir, dans le futur, il y a un endroit où il n'a pas sa place, où il n'est pas vivant, c'est dans le moment présent. Donc, le moyen le plus efficace, si vous voulez, de gérer, voire de mettre en pause votre ego, c'est de vivre dans le moment présent. Et je peux vous affirmer par expérience que dans ces moments-là, moi, j'ai trouvé la paix intérieure, notamment par la méditation et les techniques de respiration. C'est là que peuvent s'ouvrir en nous des espaces plus sereins, plus calmes, hein. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment, bientôt là, comment est-ce qu'on fait pour être dans le moment présent. Rappelez-vous d'une chose, c'est que toute technique qui vous ramène dans le moment présent, ça met en suspens l'ego. Voyez? Parce que, je vous répète, l'ego ne peut pas exister dans le moment présent. Alors, je vais vous proposer quelques étapes que j'approfondis dans le programme de 12 semaines qui va bientôt être lancé, Sortir gagnant d'une rupture amoureuse. Mais pour l'instant, je vais vous donner quelques indications. Alors, la première des choses, c'est prendre conscience de nos croyances et de notre système de valeurs aussi. OK? C'est de prendre conscience aussi et surtout de cette voix à l'intérieur de nous qui parle, de cette voix qui émet des jugements, de cette voix qui critique constamment. Dès que vous sentez que vous êtes en réaction par rapport à une situation, par rapport à une personne, ou même par rapport à vous-même, c'est signe que votre ego, il est présent. Voyez? Dès que vous jugez une situation, dès que vous critiquez une personne, dès que vous êtes dur avec vous-même, vous en faites pas assez, ceci, etc., c'est votre ego qui parle. L'énergie du cœur, dont l'ego veut nous couper, elle n'est pas dans le jugement, elle est dans l'accueil, elle est dans l'empathie, la résilience, la bienveillance, vous voyez? Alors apprenez à reconnaître cette voix qui juge et qui critique. Puis c'est se demander, quand vous entendez cette voix, est-ce que je veux continuer à croire à cette voix? Est-ce que je veux continuer à laisser cette voix décider pour moi? En alternative de ça, c'est de vous donner le droit de faire des erreurs, de vous donner le droit d'être imparfait. Hein, si votre ego vous juge parce que vous êtes si, mais oui, mais même si je suis imparfaite, même si je me suis trompée, j'ai le droit d'exister, j'ai ma place ici dans ce monde. Personne n'est parfait. Hein. C'est d'accepter la situation que vous vivez telle qu'elle est, sans la juger,
Beaucoup de gens aujourd'hui vivent des séparations et ça n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne ou parce que vous n'avez pas été assez que vous vous séparez. Peut-être que vous n'avez rien à voir sur les raisons pour lesquelles votre couple ne fonctionne plus. Mais notre ego, il ne peut pas fonctionner, il ne peut pas comprendre ça. Et il faut se rappeler, je ne suis pas mon ego. Je suis beaucoup plus que mon ego. Il y a Annabella qui dit, je me vois comme ça plusieurs fois dans l'ego. C'est pas facile de l'accepter. C'est pas facile de l'accepter, mais c'est tout à fait vrai, Annabella. Mais une fois qu'on a commencé à négocier, à reconnaître cette voix à l'intérieur de nous, qu'on commence à ouvrir le dialogue avec cette voix à l'intérieur de nous, on se rend compte que finalement, on finit par l'accepter. Vous voyez? C'est vraiment le secret, c'est de prendre des moments pour être dans le moment présent, hein, que ce soit par la méditation, le yoga, le sport, faire la cuisine. Vous voyez, peu importe l'activité, c'est vraiment d'être dans le moment présent. Et développer cette compétence d'être dans le moment présent, ça n'est pas inné, hein, ça s'apprend. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous que votre ego, il va résister. Il va trouver des moyens de vous saboter, de pas y croire. Il va pas vous laisser tranquille au début, hein. Il va pas vous laisser aller, hein. Mais gardez le fort, restez présent. C'est par la pratique que vous arriverez à développer une posture d'observateur à l'intérieur de vous. C'est vraiment le secret, c'est de vous défusionner de cette voie de l'ego et de l'observer. Et si vous le pouvez, hein, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, je fais beaucoup dans mes accompagnements, c'est de développer un dialogue avec l'ego pour le remettre à sa place et vous de reprendre votre pouvoir personnel. Donc, soyez patient. Une habitude, ça s'acquiert avec de la constance, avec de la répétition, hein. Et prenez une décision claire, assertive. Prenez la décision d'être davantage dans le moment présent. Développer cette aptitude en vous, c'est vraiment un moyen qui est très puissant de vous connecter avec vous-même et de vous libérer de l'emprise de l'ego. Parce que votre ego va toujours être présent, hein. Votre ego, vous ne pourrez pas vous en défaire, mais vous pouvez apprendre à le reconnaître. Vous voyez, vous pouvez le challenger. Vous pouvez lui expliquer que vous voulez vous ouvrir à autre chose, à plus grand que votre ego. C'est exactement ça que je travaille avec mes clients. C'est pour ça que ça prend de l'accompagnement, pour se faire montrer le chemin, pour débusquer les pièges de l'ego, parce que l'ego nous tend énormément de pièges. Et ça peut vraiment être que on peut on s'enfermer, hein, dans un piège ultime ou quoi qu'on fasse malgré tous les efforts, l'ego va dire que de toute façon, c'est parce qu'on est trop nul et que ça sert à rien. Et ça, c'est vraiment le piège ultime ou que c'est la faute de l'autre, vous voyez. Et ça, c'est vraiment le piège ultime dans lequel on peut tourner en rond pendant longtemps. Alors oui, l'ego, il est nécessaire. Il est nécessaire dans tout ce qui concerne, si vous voulez, le monde mental, pragmatique, organisationnel, puisque, comme je vous dis, l'ego, c'est de l'énergie mentale. Mais c'est de l'énergie mentale qui doit être au service de votre être. Ce n'est pas lui qui doit décider pour vous, parce que l'ego, il est incompétent pour gérer votre monde émotionnel. Quand vous souffrez et que vous entendez votre ego porter des jugements sur l'autre ou sur vous-même, dites-lui de se mettre de côté, de se taire un moment. Essayez vous pouvez lui demander de baisser le volume. Vous faites comme si c'était une radio, vous baissez le volume de la radio, parce que votre ego, il ne vous aide pas. Il n'a pas les compétences requises pour gérer vos états émotionnels, pour gérer votre tristesse, pour gérer votre colère. Vous voyez? Donc, pour conclure, je peux que vous encourager à travailler sur vos blessures émotionnelles, sur votre blessure d'abandon, par exemple, parce que ça vous aide, vous voyez, à prendre de la distance par rapport à votre ego. Quand une situation ou une personne, et là je fais le lien avec les blessures émotionnelles parce que l'ego, c'est le masque, c'est les masques dont je parle, hein, ce sont les mécanismes de défense. Quand une situation ou une personne éveille une blessure, l'ego, il prend tout de suite le dessus pour que vous ne sentiez pas la blessure, l'émotion, hein. C'est un mécanisme de défense. C'est une programmation automatique. Mais ça ne vous aide pas, vous comprenez que ça ne vous aide pas à vous guérir. Au contraire, vous ne faites qu'ignorer, hein. C'est un peu comme si j'ai une blessure là sur mon bras et puis l'ego met comme une espèce de pansement ou quelque chose comme ça de rapide là pour le cacher. Ça ne vous aide pas. Ce n'est pas ça qui va régler le problème. Ce n'est pas de faire comme s'il n'était pas là. Vous voyez? Ça, c'est un mécanisme de défense. Donc,
Vous comprenez que l'ego n'a pas les compétences pour vous aider à guérir. Au contraire, il va ignorer, repousser, nier, cacher les véritables causes de votre souffrance. Vous voyez? Donc, euh, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. C'est beaucoup de matière que je vous ai donnée sur l'ego. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on se retrouve, on reprend les mercredis. Exceptionnellement, les 2 dernières semaines, j'ai fait les lives les jeudis, pardon, mais on se retrouve toujours le mercredi live de chaque semaine. Alors, sur ce, je vous invite à bien débusquer votre ego, à dialoguer avec lui et à vous connecter à votre cœur. Alors, je vous envoie plein d'amour et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.